La radiodiffusion-télévision française vous prie d'écouter Belles Lettres, revue littéraire radiophonique de Robert Mallet. Aujourd'hui, magie, mystère, ésotérisme. Eugène Cancelier, Les cathédrales et le grand œuvre. Robert Amadou et Pierre Barucan, Les grands médiums. Félix Labisse, Le sorcier des familles, avec des textes lus par Gilbert Villon. Jacques Brenner, présentation de 2 ouvrages, Sectes et rites, de Pierre Géraud, Forgeron et alchimiste, de Mircea Eliade. Collaboration littéraire de Roger Vrigny, assistant de production Harold Portenoy. Belles Lettres nous invite ce soir à un pèlerinage intérieur au pays de la connaissance, non pas celui des phénomènes que nous décrivent les sciences expérimentales, mais celui de la réalité essentielle que nous révèlent les sciences ésotériques. Nous parlerons bientôt, lors d'une prochaine émission, des perspectives grandioses que nous découvre l'astrophysique dans le domaine des voyages interplanétaires, et sans avoir l'impertinence de rapprocher ici la magie antique de notre sorcellerie moderne, nous pouvons bien remarquer tout de même que ces 2 démarches, pour être opposées, ne requièrent pas moins d'audace et de persévérance. La patiente recherche de la vérité à laquelle se livrent les alchimistes est une tradition secrètement transmise d'âge en âge, protégée par un langage hermétique dont les initiés peuvent seuls percer le secret. L'un de ces initiés est Fulcanelli, auteur de 2 ouvrages. Le premier, Le mystère des cathédrales, que son disciple Eugène Cancelier vient de publier dans une très belle présentation aux éditions de l'Omnium littéraire. Le second, intitulé Les demeures philosophales, et qui est actuellement sous presse. Avant de parler de l'interprétation même des symboles ésotériques représentés dans nos cathédrales, nous demanderons à Eugène Cancelier de nous dévoiler ici, dans la limite des prescriptions qui régissent le monde des alchimistes, de nous dévoiler ce qu'il sait de Fulcanelli, de l'homme et de sa vie. Il est difficile, évidemment, de parler de Fulcanelli, parce que Fulcanelli a exigé de moi, en particulier, qui suis son unique disciple, il a exigé le secret le plus absolu. Mais tout de même, je puis vous dire que je l'ai connu, que c'est un homme qui a vécu, je dirais même qui est vivant, autant que ça puisse paraître extraordinaire. Je l'ai rencontré en 1915, à Marseille. Mais toujours sous le nom de Fulcanelli et par l'intermédiaire d'une vieille dame. Je fréquentais à ce moment-là l'école des Beaux-Arts, à Marseille. C'était un homme extrêmement singulier, qui semblait être d'un autre âge et qui se comportait absolument comme s'il avait été un fantôme. Et c'est ici maintenant que je voudrais parler de l'ouvrage Le mystère des cathédrales, dans lequel Fulcanelli nous expose la signification ésotérique des images représentées, qu'il s'agisse des bas-reliefs, des chapiteaux, des images représentées dans les églises. Justement, pour compléter d'ailleurs, car il m'apparaît bien que ce que je vous ai dit sur Fulcanelli ne vous satisfasse pas totalement. Eh bien, Fulcanelli, et je réponds en partie à la seconde question, Fulcanelli travaillait au laboratoire, travaillait au grand œuvre. Et quand je l'ai connu, il y avait déjà plus d'un quart de siècle qu'il y était occupé. Le grand œuvre est étudié et présenté dans les sculptures des cathédrales. Oui, mais alors justement, je me permets, Eugène Cancelier, de vous poser cette question. La cathédrale est une glorification muette, mais imagée de l'antique science d'Hermès. C'est une phrase que je prends dans le livre Le mystère des cathédrales. Cette glorification muette, c'est une langue qui ne nous parle pas, mais qui peut nous parler de différentes façons. Si vous voulez, j'ai appris, comme tout le monde, en quelque sorte, dans l'histoire de la littérature, pour moi, les cathédrales étaient avant tout un catéchisme en images,
à l'époque du Moyen-Âge, par exemple, où les fidèles ne savaient pas lire, ils regardaient dans la cathédrale l'image de la Bible, de l'histoire sainte, n'est-ce pas? En réalité, donc, toutes ces images qui nous sont représentées peuvent nous parler de différentes façons. C'est l'une des façons, et la façon la plus essentielle, que nous révèle ici Fulcanelli, je suppose. Pourrions-nous prendre un exemple? Écoutez, dans votre livre, ou dans le livre de Fulcanelli, j'ai été très vivement frappé par l'explication qu'il donne de la Vierge Noire, par exemple, que l'on rencontre dans les cryptes de certaines cathédrales. Oui. Bon, cette Vierge Noire signifie la matière primitive. Absolument, vous avez fort bien compris. C'est la matière primitive. C'est-à-dire C'est le chaos originel. Oui, la Vierge Mère, la mer, c'est la mer, la terre en même temps. La Vierge, c'est la terre. C'est la terre. Oui, et dans la terre sont les métaux. Et dans la terre sont les métaux. Et la transmutation des métaux, qui est tout de même la recherche du grand œuvre, la transmutation des Oui. métaux, c'est la vie qui pénètre la terre. Oui, oui, la transmutation ne peut se faire que par ce principe vital. Et cette recherche du principe vital est la tâche essentielle de l'alchimiste. C'est la tâche essentielle de l'alchimiste et c'est ce qui précisément différencie l'alchimie de la chimie. Et pour revenir à la Vierge Noire, c'est la Vierge qui doit enfanter, la Virgo paritura. Elle n'a pas encore enfanté. Voilà où intervient le principe de vie, et dans son petit monde ou microcosme, c'est à ce moment que l'alchimiste fait intervenir ce principe qui est le fluide universel, le spiritus mondi des anciens. Donc, cette Vierge qui n'a pas enfanté et qu'on appelle souvent Notre-Dame de dessous-terre, cette Vierge est noire et jamais elle ne présente au jour l'enfant lors même qu'elle l'est sur elle. Vous avez pu remarquer que les Vierges noires sont toujours habillées d'une robe en cône, c'est pas pour rien. Oui, c'est le Cône, char- oui. cônet en grec, c'est Oui. le creuset. Oui, oui, c'est le creuset. N'est-ce pas? Le cône. Le creuset que l'on retrouve dans Oui. l'attirail de l'alchimiste. C'est ça. Eh bien, l'enfant, à ce moment-là, est caché. Il est sous la robe, il n'est pas apparent. Vous avez un exemple splendide, avec une Vierge qui, d'ailleurs, est représentée dans le mystère des cathédrales et qui, comme vous l'avez vu, est fort belle. C'est la Vierge Noire des cryptes de Saint-Victor. Quand elle est habillée, l'enfant qui est sur ses genoux dans l'axe médian, non pas sur le côté ni sur le bras, mais dans l'axe médian du corps de la mère, l'enfant disparaît sous la robe qui est d'une magnificence extrême. Mais cette recherche du principe de vie, qui est la recherche des alchimistes, comporte un certain nombre de secrets. Vous nous parliez tout à l'heure justement de l'aspect secret de la vie personnelle de Fulcanelli. Ces secrets ont été transmis par une tradition, et cette tradition se retrouve-t-elle justement par l'intermédiaire des images représentées dans les églises. C'est cela Oui. que j'aimerais que vous nous précisiez ici et que vous nous citiez même, si vous voulez, quelques exemples, nous montrant comment, à travers des images qui pour nous restent simplement des représentations, par exemple, de l'histoire sainte ou des évangiles, eh bien, à travers ces images subsiste et se maintient le secret, et donc, quelle est la signification ésotérique de ces images? Ce sont des images. Évidemment, les philosophes, les alchimistes ont toujours écrit par images, même dans l'expression littéraire. Oui, par des Ils métaphores, ont par des métaphores, des paraboles. c'est ça, des hein. paraboles, des allégories. Les médaillons dont il est question dans le mystère des cathédrales, comme vous l'avez vu, sont en majeure partie les petits bas-reliefs sculptés sur le soubassement de Notre-Dame de Paris, le soubassement des portails, soubassement qu'on appelle le stylobate en termes d'architecture. Voici deux enfants, deux enfants, dirons-nous, n'est-ce pas, et qui se battent, très évidemment, ils se battent, n'est-ce pas? Eh bien, pour le visiteur ordinaire, celui qui n'a pas reçu, je ne dirais pas une initiation, c'est un grand mot, mais qui n'a pas la puce à l'oreille, dirait-on, pour le visiteur ordinaire qui se trouve devant ce petit bas-relief, encore bien visible,
C'est une scène de pugilat. On tirera de ceci que c'est la discorde, la violence. Eh bien, pour l'alchimiste, pour Fulcanelli en particulier, c'est le combat des deux natures. Quelle nature? Ah, voilà. Voilà, les deux natures. Nous entrons ici dans le travail alchimique, dans le travail du laboratoire. Les deux natures, ce sont les deux natures contraires, pour mieux les préciser. Les deux antagonistes du grand œuvre. De leur rencontre se produit un combat. Leur rencontre dégénère Provoque en un combat, oui. assez violent, mais nécessaire. Il est par ailleurs, vous le trouverez encore dans le symbolisme, dans le combat du chevalier et du dragon. Oui. Il s'agit de vaincre le dragon. Mais le dragon représente une des forces de la nature qui s'oppose à l'homme pour la possession de la vérité. Oui, alors là, on peut aussi bien évoluer dans le domaine spirituel, oui, et dans le domaine physique, les deux concordent. Oui, il y a projection. Oui, ce que l'on peut Il y a retrouver projection. dans la symbolique D'ailleurs, religieuse. vous l'avez vu, le drame qui a donné naissance à notre ère se projette dans le règne minéral, et vous verrez aussi dans les demeures philosophales que Fulcanelli l'a expliqué. Alors ici, c'est aussi bien au moral comme au physique la lutte de deux forces contraires. Oui, que l'on retrouve dans la symbolique religieuse. Enfin, la lutte contre le vieil homme, par exemple, est une lutte semblable entre ce qu'il y a en nous de recherche vers la vérité et donc d'accomplissement, et tout ce qui s'oppose à l'accomplissement.